Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir sur la FAQ, réponse à vos questions que vous m'avez posées hier sur Instagram en story. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Pas d'analyse aujourd'hui, j'ai mis le match, j'ai mis la rediff, j'ai lancé le match, j'ai regardé quoi, 10-15 minutes, puis après pendant, peut-être ça fait quoi, il est quelle heure là? À l'heure où j'enregistre il est 16h, donc ça fait à peu près 2 heures que j'ai les yeux dans le vide et je me dis mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Donc je me suis dit on va laisser tomber, on va arrêter, je n'arrivais pas à me concentrer, à vraiment remettre le match, tout ça, donc pas d'analyse aujourd'hui, juste une FAQ et on va faire les choses simplement. Il y a beaucoup de questions, vous avez été nombreux à participer à la FAQ, donc merci à tous ceux qui ont participé. Je ne pourrai pas prendre toutes les questions évidemment, je vais essayer d'en prendre un maximum, je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes réponses. On y va, c'est parti. On commence par Yanis qui dit Rafinha fait une très bonne rentrée en numéro 10, c'est étonnant, pourquoi pas le tenter, il est très bon en 10. Alors c'est une question, il est très bon en 10 Est-ce qu'il est très bon en 10? Je ne sais pas, il a fait une bonne rentrée hier, en fait son entrée elle est satisfaisante, elle est positive dans le sens où il a montrer de l'engagement. C'est Rafinha concrètement, hein, c'est des joueurs qui nous manquent en termes de caractère sur le terrain, c'est des joueurs qui manquent à l'équipe. Parce que c'est des joueurs qui se donnent sur le terrain, qui vont faire un pressing, qui sont agressifs et qui vont sur le porteur du ballon, tu vois, qui portent un peu leur coronas, tu vois. Et il y en a très peu dans l'équipe, il y en a certains qui sont là, ils se baladent sur le terrain, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Donc c'est sûr que ça change d'avoir un mec comme ça. Et c'est ça qui fait vraiment, c'est ça qui a changé le visage de cette équipe aussi à la fin de match. Concrètement, hein. C'est pas forcément le talent de Rafinha en soi, même si il n'a pas été mauvais, attention. Mais avant tout, ce qui a changé, c'est l'engagement. Parce qu'il n'y avait aucun engagement, aucune intensité dans cette équipe hier, pendant une bonne partie du match. En vrai. Donc voilà ce qui a changé dans un premier temps. Et en plus de ça, Rafinha, à gauche, il a dribblé. Il a dribblé plusieurs fois. Il a fait un passement de jambe, fin de corps, il est rentré dans l'axe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il aurait retrouvé son sang brésilien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, son entrée positive, voilà. Après, en termes de... concernant son poste, je suis pas sûr que ça soit la meilleure position pour lui, là, l'axe, le demi-espace gauche. Mais pourquoi pas de temps en temps le voir. Après, on n'a pas beaucoup d'ailiers, je pense que la question ne se pose pas vraiment. Est-ce qu'il faut mettre Rafinha en 10? Enfin, en 10, tu vois. Milieu intérieur, tu vois, à la place de Félix ou à la place de Fermin Lopez, par exemple? Non, je ne pense pas, non. Sinon, c'est toujours la même chose. En ailier droit, tu as qui? Tu as Lamine et c'est tout. Tu mets juste Lamine et il doit enchaîner. Ou alors tu mets Cancelo. Et Cancelo, ça ne va pas. Cancelo, ailier, il faut arrêter. On a testé dans le Classico, on a testé là contre la Real Sociedad. On a compris, il faut arrêter. Faut arrêter, voilà, c'est tout. Faut arrêter les conneries, on arrête avec ça. Donc, l'ailier droit, c'est Rafinha ou c'est Lamine Yamal, c'est tout. On n'a pas d'autre solution pour le moment. Quand on aura un vrai ailier droit vraiment qui fera des différences, là on pourra vendre Rafinha si tu veux, Yanis. Non, je plaisante. Allez. Question de Silla Abdul qui dit: n'est-il pas judicieux d'apprécier les victoires avant le beau jeu car l'histoire retient seulement la victoire? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je vais donner mon point de vue là-dessus. J'avais déjà donné mon avis de nombreuses fois sur tout ça. La saison dernière, on a vu un Barça, je reprends toujours, mais concrètement, c'est mon avis depuis déjà le début de saison. C'est ce que j'attends de ce Barça en fait. La saison dernière, j'attendais un Barça qui retrouve une solidité, qui retrouve un équilibre, un Barça solide, un Barça champion finalement. C'est bien, c'est une très bonne chose. On a passé une saison, la saison dernière, assez éprouvante. Moi, en tant que aussi créateur de contenu sur YouTube, et bien évidemment, à devoir faire des vidéos, des analyses, tout ça, des fois c'est un peu dur parce que quand tu as des résultats et des matchs catastrophiques, c'est compliqué d'essayer d'être positif, tu vois, pas uniquement de venir cracher sur l'équipe, tu vois, juste d'essayer d'apporter un avis constructif, tu vois, concrètement. Donc c'est compliqué tout ça, et on a vécu une saison dernière assez compliquée, voilà. Mais on a été champion, on est allé chercher le titre et on a été très content. À la fin de saison, j'étais très content. J'ai fêté avec les supporters, avec les joueurs aussi qui ont fait la parade dans la ville. C'était magnifique. C'était un très beau moment, un très beau moment dans ma vie. J'étais très satisfait de vivre tout ça. Voilà, très soulagé, voilà. On est tous contents. Maintenant,
ce début de saison là, c'est une nouvelle saison. Et c'est une étape suivante dans le projet. Le nouveau projet, quand Xavi est arrivé, c'était un projet de retrouver un Barça un peu plus enthousiasmant sur le terrain, un peu plus plaisant à voir, tu vois. Mais aussi retrouver la victoire, tu vois. Et dans un premier temps, tu arrives au Barça, t'as un Barça, bon, défensivement, t'avais Piqué, c'était compliqué, hein, tout ça, l'anglais, tout ça. Clément l'anglais. Quand tu as des problèmes de défense, évidemment, tu vas d'abord essayer de résoudre ces problèmes-là, mais il y avait maintenant un problème de... On l'a vu, c'est ce qu'on a vu la saison dernière, on était solide derrière, mais après, on avait des problèmes dans le jeu, on n'était pas assez régulier, parce qu'on a quand même fait des très bons matchs, on va pas se mentir. La saison dernière, il y a eu des beaux matchs, même quand Xavi est arrivé la saison d'avant, les 6 premiers mois, des trucs comme ça, il y a eu des beaux matchs, des 4-0 Bernabéu, des 4-1 face à l'Atlético Madrid, je crois, contre Valence, des matchs comme ça où on mettait les fameux 4 buts, à chaque fois on en mettait 4, tu vois, et c'était beau ça, on jouait bien, tu vois, donc il y a eu des beaux matchs, tu vois, mais ce qu'il nous faut, nous, c'est être régulier, de la constance dans tout ça, et la saison dernière, on n'a pas eu cette constance, il y a eu des blessés, certes, voilà, tout ça, mais on n'a pas réussi à être régulier, et là, cette saison-là, c'est ça que j'attends, c'est être régulier dans le jeu. Certes, on veut des résultats, on veut gagner, on veut être encore une fois champion, on veut aller très loin en Ligue des Champions, on veut pourquoi pas gagner la Coupe d'Espagne, tout ça. C'est les trophées, c'est les objectifs, évidemment. Mais en allant gagner, en allant chercher ces trophées, atteindre ces objectifs-là, il faut les atteindre avec un autre objectif, un objectif peut-être secondaire pour certains, mais moi c'est l'objectif premier, c'est retrouver un Barça emballant, propose un football intéressant en fait. Et c'est ça que j'attends de ce Barça cette saison. Et pour l'instant c'est pas ce qu'on voit, on a beaucoup de mal. Alors encore une fois il y a des blessés tout ça, mais quand même, je veux dire... Les gens qu'on avait, les joueurs qu'on avait sur le terrain hier soir, je pense pas qu'ils soient beaucoup moins forts que les joueurs de la Real Sociedad par exemple. Ça veut rien dire le talent, le nom, tu vois. Mais on a quand même des bons joueurs sur le terrain et ça n'explique pas la bouillie qu'on a montrée hier. Alors certes, Xavi a son tort forcément, mais l'engagement, l'intensité complètement absente en fait, en première mi-temps principalement, mais même quasiment pendant tout le match hier, elle est pas normale. Elle est pas normale. Et les joueurs, il va falloir qu'ils se réveillent aussi. Peut-être qu'il y a un problème entre le vestiaire et le coach, je sais pas. Peut-être qu'il y a un problème de message, peut-être que ça se comprend pas, peut-être que les joueurs sont certains sont fatigués, on l'a vu avec Lewandowski hier qui faisait le boudin comme un gamin de 8 ans, je sais pas s'il est sorti, mais tu es nul Lewandowski, donc si tu n'apportes rien, il faut que tu sortes, il faut que tu contestes quelque chose, on va pas te laisser juste parce que tu es Lewandowski, tu vois, juste parce que tu as un nom, il faut aussi montrer que... Tu peux apporter à cette équipe, il faut marquer, il faut faire des choses intéressantes, Lewandowski. Tu peux pas rester sur le terrain juste parce que tu t'appelles Robert Lewandowski, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà ce que j'attends en fait. Donc on est très content, on est soulagé de la victoire, c'est bien, il faut savoir gagner dans la douleur, certes. C'est ce qu'on a fait un peu la semaine dernière, maintenant moi je veux gagner dans le bonheur. Un peu dans la facilité. Je demande pas ça tous les matchs, on peut pas gagner tous les matchs faciles, ça n'existe pas, mais j'aimerais qu'on le fasse quand même de temps en temps parce que là c'est très compliqué depuis le début de la saison, très compliqué. Question ensuite de Ayam Batus qui me dit: tu as vu la vidéo avec Robert qui refuse de saluer Xavi? Bah voilà, justement on en parle, on en vient. Oui, je l'ai vu, oui, j'ai vu ça après, j'avais pas vu, quelques heures après j'ai vu la vidéo. Bon, disons qu'il fait, tu vois, c'est pas très clair, tu vois, il fait genre il regarde derrière, il y a personne derrière, tu sais, genre il est là, tu sais, et après ah ouais, ciao, non, je savais pas vu, tu vois. Puis après ça va faire parler, il va dire non mais j'avais pas vu Xavi, il y a aucun problème, il va faire une photo avec Xavi avec le sourire comme ça. Mais on sait très bien ce que c'est, tout ça. Xavi il est en train de saluer tout le monde, allez vamos, il y a tout le monde qui passe un par un et Robert il arrive au moment où il y a Xavi, il tourne la tête comme ça. Ah, je t'avais pas vu frère, tu fais 1m20. Eh non, tu peux pas ne pas savoir qu'il est là, tu vois. Donc c'est volontaire. Concrètement, c'est petit de la part de Robert, mais ça montre un petit peu aussi. J'en parlais hier dans l'avant-match en live. Je disais que Robert, il commence à dire aussi, oui, moi je me fais vieux, le football il a changé, mais mon corps aussi, tu vois, et ça commence à être plus compliqué, machin. Il me faut plus d'attaquants pour m'aider, pour me tenir le bras en traversant, tu sais, comme les petites vieilles. Ah, attendez, je vais vous aider à traverser. C'est un peu pareil, donc tu vois, il y a peut-être un certain aveu de pas de faiblesse, mais tu vois, je sais pas comment on peut prendre ça, mais du coup. Voilà, il peut pas commencer à bouder parce qu'il sort. Je veux dire, il y en a qui disent d'ailleurs que Xavi, c'est un entraîneur qui n'ose pas tout ça. Je trouve quand même qu'il faut avoir une certaine paire de coronets pour sortir Lewandowski à la 56e, 55e minute, parce qu'il est cataclysmique. Certes, il est cataclysmique, mais comme je l'ai dit juste avant, c'est Robert. Mais t'es nul, tu sors, tu dégages. Est-ce que Ferran Torres a été bon? Non. Mais Robert a été peut-être plus mauvais que Ferran Torres. Alors t'imagines, ce Ferran Torres,
s'il se procure des occasions, mais il a fait n'importe quoi. Mais Robert ne se procure même pas une occasion. Et ça, c'est pas normal. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Ensuite, on a Flavien Baron qui dit Koundé rend Ter Stegen un peu solide. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire que Koundé a rendu Ter Stegen plus solide. C'est juste que Ter Stegen n'est pas un mauvais gardien en fait. Je pense, et que certains l'oublient parce que à des moments où il va se prendre des buts, on va le pointer du doigt, et puis à d'autres matchs, d'un coup, il va sauver le match à lui tout seul, quasiment. Donc est-ce que c'est juste parce qu'il y a Koundé sur le terrain? Je pense pas, même si des fois la défense donne un peu plus de confiance au gardien, et des fois le gardien donne un peu plus de confiance à la défense aussi, ça marche dans les deux sens. Je sais pas, mais quand Koundé a fait la passe en retrait pour Ter Stegen, mais qu'il l'a donné à Oyarzabal, et que Oyarzabal est arrivé face à Ter Stegen, et que Ter Stegen a sorti le ballon, on peut dire que oui, du coup, Koundé rend un peu plus, donne de la confiance à Ter Stegen parce qu'il lui dit tiens, est-ce que tu vas arrêter ça? Ter Stegen, ouais, je l'arrête. Confiance. Non, en vrai, non, je pense pas. Je pense pas. Ensuite, on a Travis qui dit une semaine de prépa, mais pourquoi un manque d'intensité et une absence de pressing du Barça hier? C'est une très bonne question. Très très bonne question. J'ai complètement oublié d'en parler. Moi, j'ai beaucoup, tu sais, dans le débrief à chaud, je parle de choses et d'autres. C'est à chaud, tu t'envoies, tu débites, t'envoies tout ce que t'as, mais des fois, tu passes à côté de certaines choses. Mais c'est vrai que le Barça a eu quand même une semaine pour préparer son match, une semaine pour se reposer tranquillement. Pépouze. La Real Sociedad, ils ont joué un match de Coupe d'Espagne mercredi. Alors certes, c'était sûrement contre une Div 3 ou un truc comme ça, une équipe beaucoup plus faible, peut-être, mais ils ont joué, tu vois. Et ils sont pas reposés, ils ont dû faire un match de 90 minutes. J'ai pas regardé s'ils avaient fait tourner, mais j'imagine qu'ils ont fait souffler 2-3 joueurs quand même, un minimum. Mais quand même, ils ont joué, ils ont fait... est-ce qu'ils se sont déplacés ou est-ce qu'ils ont reçu l'équipe? Je ne sais pas non plus, mais s'ils se sont déplacés, bah ils sont déplacés, tu vois. Il y a eu un truc, il y a eu un match, quoi. Ils ont pas pu tranquille, pépouze, préparer ce match-là toute la semaine, eux. Tu vois, nous, oui. Donc ça, c'est pas normal. On a un manque d'intensité, un manque d'engagement dans la première mi-temps et dans quasiment la plupart du match. C'est ce qu'a dit Xavi hein, hier. Il n'était pas satisfait, il a dit ce n'est pas possible. C'est pas acceptable en fait de voir une équipe comme ça qui manque autant d'intensité. Et apparemment, il a dit dans le vestiaire à la mi-temps, il a dit Xavi, ceux qui ne sont pas capables ceux pour qui c'est trop compliqué de mettre de l'intensité, de l'engagement, les gars, levez la main, vous me le dites et vous sortez. Si vous n'êtes pas capable de répondre à l'intensité, à faire un pressing normal contre une équipe, enfin pas contre une équipe comme ça dans ce sens-là, mais contre la Real Sociedad, vous me le dites et vous dégagez en gros concrètement. C'est ça que ça veut dire. Xavi, quand tu regardes son visage quand il voit la première mi-temps, il y a de quoi se poser des questions. Il est là, il est complètement, il tombe des nues comme on dit quoi. Il a l'air de tomber des nues de fou. Il regarde ses joueurs mais il dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi? Comment c'est possible? Comment cette équipe là qui est préparée toute la semaine, elle peut nous sortir un match aussi cataclysmique parce que on peut critiquer Xavi sur ses choix. Ses choix n'ont pas été bons hier. Je dis pas le contraire. J'ai déjà dit dans mon débrief. Venez pas dans les commentaires à me dire ah, tu défends. Non, je défends rien du tout. J'ai dit hier que Xavi c'était le fautif, qui s'était fait manger tactiquement par Imanol, par le coach de la Sociedad. Voilà. Maintenant c'est dit. Mais il y a aussi de l'autre côté, il y a un truc qui est pas normal. Xavi a loupé. C'est loupé tactiquement. Voilà, certes. En plus de ça, non seulement il s'est loupé tactiquement, mais il a pas réussi à renverser la tendance, à changer de tactique en cours de match et faire en sorte que l'équipe s'en sorte mieux, tu vois. La seule chose qui a fait qu'on s'en est mieux sorti, c'est quand même Pedri. Pedri sur une jambe qui est rentré 30 minutes, qui a mis un certain temps, peut-être la moitié de ce temps, de 15 minutes peut-être, à rentrer un peu dans le match. Il avait pas envie de forcer, ça se voyait très clairement, et malgré ça, il nous a fait un bien fou. Il a apporté déjà 2-3 occasions rien qu'avec sa rentrée. Et sur l'action du but, que je n'analyserai pas, mais c'est lui qui garde la balle, c'est lui qui attaque, c'est lui qui sert Baldé dans l'axe pour Gundogan pour Araujo. Donc franchement ça me fait assez rire parce que il y en avait qui disaient Pedri, ouais Pedri est-ce qu'il va retrouver sa place? Mes frères, Pedri avec 30% de son énergie, à lui tout seul quasiment il nous a fait gagner le match. C'est fou. Mais qu'on continue comme ça à sous-estimer Pedri. Non, c'est pas parce qu'il est tout le temps blessé qu'il faut oublier le talent de Pedri. J'ai déjà dit 50 millions de fois, mais Pedri est le meilleur joueur de notre équipe en fait. Mais voilà, bientôt certes, beaucoup s'en rendront compte peut-être, mais c'est le cas. Donc il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de raison à ce manque d'intensité, ce pressing catastrophique, tout ça. Je comprends pas la raison. Il va falloir que les joueurs vraiment se réveillent. Alors peut-être que
On le sait déjà, on l'a déjà vu récemment dans notre histoire récente, dans tout ce que tu veux. Quand tu regardes récemment les résultats, par exemple le Barça qui perd contre le Real Madrid dans un Classico, on voit que l'équipe après elle est un peu abattue et qu'elle met du temps à s'en remettre. On sait que le match d'après c'est compliqué. La saison dernière c'était pareil, on perd 3-1 au match aller contre le Real et le match d'après c'était très compliqué. L'équipe elle est toujours, on dirait, assommée, surtout contre le Real on a bien joué, on méritait, quand on voit le match on se dit qu'on mérite de gagner, et là c'est l'inverse. Ça c'est l'inverse aussi. C'est que ça c'est assez marrant aussi. Bon, il y a des supporters qui étaient pas contents de la défaite contre le Real. Forcément ils disent que bah, c'est bien de bien jouer, tu vois, mais il faut gagner, tu vois. Et là la Real Sociedad on a joué, c'était dégueulasse, mais on a gagné et ils sont là, c'est bien de gagner mais il faut bien jouer. Ah, faudrait savoir, frère. Bon bref, on peut rigoler un petit peu quand même et se détendre, hein. Donc je n'ai toujours pas de réponse en fait à te donner. Pourquoi ce pressing là, pourquoi ce manque d'intensité, c'est inexplicable. Ensuite on a Zinou qui dit salut Café, pourquoi Xavi s'entête avec la même composition tous les matchs? Salut Zinou. Alors non, c'est pas le cas, hein. Concrètement quand on voit que la compo elle a changé, enfin le système change, le système a changé, on est repassé à 3 défenseurs contre le Real Madrid uniquement. Avant, depuis le début de la saison, on joue pas comme ça. Ou peut-être dans les premiers matchs on a joué comme ça quand il n'y avait pas encore Cancelo et quand il n'y avait pas encore Cancelo il y avait Araujo à droite, donc on jouait plus ou moins comme ça. Bon, on avait Frenkie, tout ça c'était un peu différent, on avait Pedri avant qu'il se blesse au bout du deuxième match, et voilà, il n'y avait pas encore Joao Félix, tout ça. Et après quand il y a eu Joao Félix, quand il y a eu Joao Cancelo, eh bien on a joué en 4-3-3 dans une équipe beaucoup moins équilibrée, stable défensivement. Bon, on a vu des problèmes de contre-attaque, tout ça. Donc là on joue avec 3 défenseurs depuis le Real Madrid, ça a plutôt bien fonctionné même si on a perdu, mais dans le jeu c'était bien. Xavi s'est dit peut-être on va retenter l'expérience, ça avait bien marché contre le Real Madrid, mais chaque équipe est différente, frérot. Donc je pense que je me suis dit, dans ma tête, je me dis quand même que le gars il s'est pas dit, enfin dans sa tête à lui, je me dis qu'il s'est pas dit ça a marché contre le Real, ça va marcher contre la Real, tu vois. Real. Peut-être que... Non, ça va, le gars n'est pas débile mental non plus, c'est pas possible. Je pense pas. Je pense pas qu'il s'est dit, ça marche contre lui, ça va marcher contre l'autre, tu vois. C'est pas la même équipe, tu peux pas transposer les mêmes systèmes, les mêmes schémas, tu vois. Normalement, tu prépares ton match, tu analyses l'équipe adverse et tu vois, tu fais en fonction, tu essaies de trouver les failles, tout ça, mais c'est forcément pas le même jeu. Donc je pense pas que ça soit ça, mais voilà, donc Xavi ne s'entête pas avec la même composition, parce que depuis le début de la saison, il a quand même énormément changé de compo à chaque fois, et de système quoi. Et de joueurs du coup parce qu'ils étaient blessés et tout ça. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Donc je pourrais pas te répondre du coup pourquoi il s'entête, parce que pour moi c'est pas le cas. Ensuite on a Mendic qui dit tu ferais un meilleur coach que Xavi, crois-moi. Merci Mendic, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Ça me fait chaud au cœur. J'ai glissé là, cette phrase-là, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste pour te remercier de ton message, parce que sinon je pourrais pas te remercier, donc merci. C'est gentil. Mais non, je ne pense pas. Ensuite, on a Greg du Paris qui dit est-ce que on peut pas commencer à se poser la question du coaching, donc la question de changer de coach, tout ça, j'imagine. Si on peut se poser la question, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, dans d'autres FAQ, tout ça, à chaque fois on me dit est-ce que ce serait pas le moment de se poser une question sur Xavi? Mais tu te poses la question que tu veux, il n'y a pas de problème, chacun a son avis, comme je l'ai déjà dit. J'ai déjà expliqué mon point de vue là-dessus, chacun ne peut pas être d'accord avec l'autre personne, avec le fait de vouloir garder Xavi, le fait de vouloir virer Xavi, tout ça, on n'a pas tous le même avis. Certains ont des avis très tranchés, certains ont des avis un peu plus nuancés. Des fois, moi, j'essaie d'avoir un avis assez nuancé et on me dit ouais, mais toi, tu défends... Non, je défends rien du tout, frère. J'ai juste un avis nuancé. J'essaie de dire ça, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, il y a ça aussi. C'est pas tout noir ou tout blanc, tu vois. Mais voilà. Donc, chacun a son avis sur la question. Moi, c'est pas parce que je vais dire non, il vaut mieux garder Xavi, par exemple, si je te dis ça. Je dis pas que là, c'est ce que je pense actuellement, même si, je pense que là, actuellement, si tu vires Xavi, tu vas mettre qui? C'est la même question. J'avais déjà posé cette question il y a pas si longtemps que ça. Très bien, on vire Xavi, on met qui là? Alors, est-ce que le but, c'est de remplacer Xavi et de mettre n'importe qui juste pour virer Xavi? Ça n'a aucun sens, tu vois. Si tu vires un coach, c'est pour derrière aller chercher quelque chose un nouveau projet. Et du coup, un projet solide. Le but, c'est pas d'aller chercher le premier type qui passe dans la rue et le mettre là et en attendant d'aller chercher un autre. Non, ça sert à rien, ça n'a pas de sens, tu vois. Surtout que le Barça n'est pas 9ème, tu vois, n'est pas 12ème, n'est pas... Donc là, à la limite, il y a situation d'urgence, tu vois. Si le Barça est que sur des défaites, que des mauvais résultats, tu te dis attends, il faut vraiment stopper l'hémorragie, tu vois. C'est pas le cas. Donc tu vois, tu as pas cette urgence là. En termes de direction, je te parle pas ouais d'avis de footage sur Twitter. Je parle juste en termes d'avis. Imagine t'es le président, tu vois, t'as une situation d'urgence, ton équipe
l'équipe elle commence à couler, elle est 10e au classement, il faut faire un changement, il faut virer le coach, il faut vite stopper l'hémorragie. Ça c'est logique. Là ton coach, il est peut-être dans une mauvaise passe. Peut-être que les résultats, c'est dégueulasse tout ça, mais il n'y a pas d'urgence d'hémorragie à stopper parce que les dirigeants, eux, concrètement, même s'ils veulent revoir le beau jeu, ils s'en foutent un petit peu. Ce qui compte avant tout, c'est les résultats, c'est pour le côté financier, tout ça, les objectifs du club, tout ça. Donc forcément, il va pas dire il faut virer absolument Xavi là parce que ça va pas. On est quoi? On est 3e peut-être? Oui, on est 3e, je sais même plus à force, mais voilà, il n'y a pas d'urgence autant, tu vois. Mais voilà, après, je dis pas qu'il faut garder Xavi absolument. Moi, ce que j'ai dit déjà, j'ai déjà donné mon avis et je l'ai dit en début de vidéo. J'ai dit la saison dernière, voilà ce que j'attendais. J'ai été plutôt satisfait quand on regarde toute la saison. Pas en Ligue des Champions évidemment, ça je sais que tout le monde est focus là-dessus. Je suis pas satisfait en Ligue des Champions, mais sur la saison et par rapport au contexte aussi, parce que souvent il y en a qui parlent de l'équipe, du foot, sans évoquer le contexte, alors que si tu sors le truc du contexte, ça n'a plus aucun sens. Donc déjà, il faut prendre en compte ça. Donc en voyant le contexte, tout ça, la saison dernière, j'étais plutôt satisfait à la fin de saison. Maintenant, là, la saison, là, j'attends, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'attends vraiment un Barça qui commence à être plus régulier dans le jeu et plus dominateur et qui a plus de maîtrise dans le jeu. Et qu'on voit un football un peu plus plaisant, avec toujours les résultats, tu vois. Associer résultats et football plaisant. Voilà ce que j'attends. J'attends pas d'aller gagner la Ligue des Champions, on va pas rêver. J'attends un beau parcours en Ligue des Champions, mais j'attends que ça passe, tout ça passe par du beau football aussi. Si c'est pas le cas, au bout d'un moment, il faudra changer de coach, évidemment. Moi, je te dis pas, ouais, je me redresse un peu, j'ai mal au cul. Je vais pas te dire qu'il faut absolument garder Xavi toute la vie parce que ouais, je suis fan de Xavi. On s'en fout complètement. Moi, je m'en fous complètement. J'aime beaucoup Xavi. Je respecte, ça a été une légende du club. C'est comme si Busquets ou Iniesta revenaient en tant que coach. Moi, pour moi, ça serait vraiment du plein de bonheur parce que je kiffe ces mecs-là. C'est toute mon adolescence, on va dire. C'est des mecs que j'ai été fan d'eux, quoi. Je les ai vus évoluer, pas toute leur carrière forcément, mais enfin ça dépend qui, mais tu vois. J'ai vu évoluer ces mecs-là, donc je suis un grand fan de ces mecs-là, donc c'est bien. Je suis content qu'ils reviennent au club. Maintenant, si le mec il fait de la merde, en gros, concrètement, il va pas rester indéfiniment, tu vois. Et il ne doit pas rester indéfiniment. Donc si à la fin de la saison, moi c'est pour ça, je dis qu'il faut attendre. Je suis pas satisfait du jeu actuel, tout ça. Ça c'est mon avis. Maintenant, on va peut-être sûrement déformer encore une fois ce que je dis, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Je m'en fous complètement. Moi, je suis tranquille avec ce que je pense. Si à la fin de la saison, on ne gagne rien, on fait saison blanche, et qu'en plus de ça, on continue avec un football aussi galère, allons-y. Il faut changer de coach, oui. Il faut changer les choses, c'est tout. C'est tout. Mais tout n'est pas noir ou tout blanc, comme je l'ai dit. Il faut nuancer les propos et il faut aussi prendre le contexte en compte, tout simplement. On verra comment la saison va se passer. Il y a une question juste après d'ailleurs, question intéressante qui dit: tu es inquiet pour la suite? Moi j'ai déjà dit ça aussi, je suis pas vraiment inquiet pour la saison, je pense qu'on va faire une bonne saison. Toujours. Même après les matchs comme ça, je suis toujours convaincu au plus profond de moi qu'on va faire quelque chose de bien. Parce que tout simplement, je suis de ceux qui pensent que, alors certains vont dire ah, c'est une excuse, mais pourtant ça change tout. Quand t'as un mec comme Pedri et comme Frenkie sur le terrain, des mecs qui sont au milieu, qui font partie des meilleurs milieux de la planète, eh bien ça change quand même une équipe, ça la métamorphose. Ça nous changera pas et ça nous donnera pas des buts. Parce que devant, on a toujours ce problème-là. Et ça, là, je suis inquiet par contre. Je suis inquiet pour Lewandowski personnellement. Mais je suis pas inquiet par exemple pour le milieu de terrain. Je suis pas inquiet pour la défense. On a une très bonne défense, des bons défenseurs. On a des très bons milieux, tu vois. Si tout le monde arrête de se blesser, arrive à enchaîner quelques matchs, on arrive à faire des rotations et gérer bien les joueurs comme il faut, sans qu'ils se blessent, parce que tu peux même bien les gérer, mais ils se blessent quand même les types. Donc s'il n'y a plus de blessures, si ça se passe bien, et je suis pas trop inquiet, mais je suis inquiet par contre pour marquer des buts, ouais. Parce que Lewandowski, il est cataclysmique. Joao Félix, il a fait un bon début de saison quand il est arrivé. Tout le monde l'a encensé, c'est bien, tout ça, waouh, Joao Félix, le meilleur joueur du monde. Et là, il va falloir qu'il continue à faire des différences, de continuer sur sa lancée de ce qu'on a vu de ses premiers matchs, tu vois. Parce que petit à petit, ça fait quelques matchs qu'il s'éteint petit à petit. Compliqué. Donc on a une attaque toujours qui est pas très efficace, qui est pas très dangereuse, quoi. Donc voilà, mais je suis pas forcément inquiet, comme je l'ai dit. Regardez Pedri est rentré hier, regardez toute la différence qu'il a fait, c'est magnifique. Pedri, c'est le football, voilà. Le problème de Pedri, c'est que tu peux pas compter sur lui, c'est un peu comme Dembélé, quoi. Dembélé était très dangereux à faire ses crochets, mais après il était disponible un match sur 6. Et là c'est un peu pareil Pedri, quoi. Mais Pedri, quand il est rentré hier, franchement c'était direct, on a vu la diff, hein. C'est ça les grands joueurs aussi. Et je le précise encore une fois aussi, Pedri, Joao Félix, Frenkie de Jong, Joao Cancelo, tout ça, ils n'ont pas joué ensemble en même temps. Ils n'ont pas encore joué en même temps ensemble. On verra quand ça se passera. Peut-être que ça va briller d'un coup. Waouh, on va avoir des matchs incroyables. Et ouais, c'est peut-être plus logique. Hein.
tu me diras. Ça veut pas dire que Gundogan, que Gavi, que Fermin Lopez sont mauvais, tu vois. Mais Frenkie, Pedri, les gars, c'est le gratin du football. C'est différent. C'est différent. Ensuite, on a Joseph qui dit « J'ai l'impression que même avec tous les renforts, l'équipe est moins forte que la saison 2022-2023. » Eh bien, c'est aussi une très bonne remarque parce que, en fait, je pensais à ça, je sais plus, hier soir, enfin bref. La différence qu'on a par rapport à la saison dernière, je l'ai déjà dit aussi, c'est que la saison dernière, on avait une défense à 3, cette solidité, tout ça. On avait la back, la fameuse back. Et on a l'impression, toi tu as l'impression, tu dis que même avec les renforts, on est moins fort. Mais c'est que la saison dernière, on était plus solide déjà. On faisait un pressing plus intéressant. Un contre-pressing plus performant parce que Gavi était devant. Le problème, c'est que Gavi, offensivement, il apporte pas... il est mieux plus bas, tu vois. Mais ça veut pas dire que quand Gavi est plus haut, il fait... Tu vois, il est pas intéressant. C'est ça qui a changé par rapport à la saison. La saison dernière, on avait Busquets au milieu déjà. En termes de placement et d'indication pour sauver le coéquipier, ça fait beaucoup. Hein. Tu n'as plus la tête pensante, le cerveau de ton équipe, tu l'as perdu déjà. Enlève le cerveau de quelqu'un et ça va moins bien marcher. Tu as toujours les jambes, mais ça court comme ça, ça va où. Donc c'est compliqué. Et tu avais Gavi donc devant qui faisait un pressing direct sur la première relance. C'est ce que je disais hier dans le débrief. Donc là déjà t'enlèves ça t'enlève une partie du pressing intéressante que tu avais et tu n'as plus. Et ensuite la saison dernière on avait une défense donc assez solide. On avait un bon Baldé aussi. Baldé cette saison qui est moins bien, hein, on va pas se mentir. Et tu avais le Koundé à droite. Araujo, Christensen, la plupart du temps, quand ils n'étaient pas blessés. Là, maintenant, le problème qu'on a là, c'est que Koundé ne veut plus jouer à droite, je pense. C'est ce qu'on a compris. Je pense que là, on voit plus Koundé à droite, c'est Araujo qui joue à droite. Et Araujo à droite, c'est uniquement face au Real Madrid, normalement. Concrètement. C'est l'arme anti-Vinicius, c'est tout. Ça s'arrête là. Sinon, à droite, c'est Koundé, la saison dernière. Et là, même quand il n'y a pas... là, on a joué contre le Real Sociedad, la saison dernière, on aurait mis Koundé à droite. On n'aurait pas mis Araujo, tu vois. Et le truc, c'est qu'à droite, quand t'es bloqué contre la ligne, Araujo, il a du mal à relancer. C'est pas un très bon relanceur, Ronald. On le sait. Koundé, c'est un meilleur relanceur. Donc quand on avait Koundé à droite, il avait moins de problèmes pour trouver des solutions. On le voyait souvent même. Koundé était très intéressant dans ses relances parce qu'il allait chercher, il allait trouver des diagonales à l'intérieur du jeu. Il allait trouver en appui Lewandowski ou le milieu intérieur droit, Pedri quand il était là, des mecs comme ça. Et il cassait des lignes du côté droit de la défense jusqu'à là, tu vois. Ronald ne sait pas trop faire ça. Ronald n'a pas la qualité pour le faire. Et donc on a ce problème là maintenant. On a ce problème là parce que si on veut jouer avec une défense à 3, le mec qui jouera à droite, ça sera Ronald. Donc on va avoir des problèmes dans la relance. Donc en fait on a un casse-tête, tu vois. C'est ça aussi. C'est ça qu'on a. Et c'est triste. C'est triste parce que je sais pas trop comment on va faire. Est-ce qu'il faut mettre Christensen à droite et Araujo, est-ce qu'il faut le garder dans l'axe? Absolument, tu vois, et pas le mettre sur un côté. C'est une possibilité aussi. Mais je ne sais pas. Christensen à droite et défensivement, s'il est latéral droit, c'est pas parfait pour lui. Koundé ne veut plus jouer à droite. Si on met Cancelo à droite et Baldé à gauche, compliqué. Le problème qu'on a aussi, avec tout le système et toute l'animation, c'est qu'on n'a pas d'ailier gauche, concrètement. Joao Félix n'est pas un ailier gauche, c'est un mec qui est axial. Donc, c'est parfait parce que Baldé prend le couloir. Sauf que, si t'enlèves Baldé et tu passes une défense à 3, mais au lieu de mettre à droite Araujo, à droite t'as Cancelo. Et du coup, tu inverses. En termes de symétrie, tu inverses. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit le latéral gauche qui monte dans le couloir, c'est le latéral droit, disons. Donc Cancelo joue à droite, il monte dans le couloir. Et Rafinha rentre dans l'axe. Mais le problème, c'est qu'à gauche, Félix, il devra rester purement un ailier. Et ça, il ne sait pas le faire. Il n'est pas assez bien, assez à l'aise avec ça. Ce n'est pas un pur ailier, tu vois. Donc ce qui veut dire que peut-être tu devrais mettre à la limite soit Baldé en ailier, mais ça c'est vraiment pas la solution à faire parce qu'il est pas bon en ailier. Le mec qui reste tout le temps en haut, tu vois. Essayer de faire des différences 1 contre 1, tout ça, on l'a vu, ça ne marche pas. Soit tu mets Ferran Torres, soit tu mets Félix en ailier, mais ça ne marche pas non plus. Et Ferran Torres, c'est pas non plus la solution ultime, tu vois. Donc on a ce casse-tête là aussi. C'est ça le truc. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ensuite, on a 10 Polo qui dit: penses-tu que c'est mieux de jouer à 3 derrière? Je le pense. C'est ce que j'ai dit récemment dans une vidéo. J'ai sorti mon 11 type, voilà, sur le moyen terme. Et j'ai dit qu'il fallait qu'on repasse à une défense à 3 derrière. Le problème qu'on a eu hier, c'est que les joueurs qu'on avait étaient pas foutus de relancer sous pression et en plus de ça n'ont pas mis l'engagement. Et on n'avait pas des joueurs aussi, on avait une équipe trop espacée. C'est-à-dire que quand Ronald, on l'a vu, j'ai pas, voilà, je suis désolé, j'ai pas fait l'analyse, mais à certaines séquences, déjà début de match, essayez de revoir les 10, 15, 20 premières minutes, vous avez Ronald qui a le ballon à droite, qui cherche à trouver un appui. Soit on a Cancelo qui est obligé de redescendre. Première action du match où on arrive à poser un peu le jeu. Alors la passe à Cancelo. Cancelo essaie de dribbler, faire la différence. Il perd la balle direct. Autre action, Ronald a la balle. Cette fois-ci Cancelo joue haut. Et on a Fermin Lopez qui est déjà
au poste le plus haut possible au niveau de Lewandowski et qui fait un appel dans la profondeur. On a Lewandowski, Fermin Lopez et Cancelo. Tous les trois ils font les appels dans le dos de la défense. Allez, envoie. Et Ronald qui envoie un giga ballon de bûcheron là et on rend le ballon. Aucune solution, aucun jeu court proposé, il n'y a rien. Et ça, le problème, c'est qu'on a des joueurs, en plus de ça, Ronald, qui n'est pas un spécialiste dans la relance. Hein. C'est très... on en est très loin du compte quand même. C'est peu de le dire. Ronald, en termes de relance, c'est vraiment pas la folie. Donc on est un peu bloqué. Mais je suis persuadé que la défense à 3, comme on l'a fait la saison dernière, c'est intéressant. Mais là, pour moi, Baldé doit sortir du 11 et Cancelo, on doit le tester à gauche. Tout simplement. Cancelo en ailier, ça ne va plus, il faut arrêter les conneries. Cancelo à droite avec Baldé à gauche, ça fait peut-être trop. On perd cet équilibre défensif. Ou alors, comme je l'ai déjà dit, il faudrait que Christensen joue en 6 et qu'en phase offensive, si Cancelo monte un petit peu et Baldé monte dans le couloir, Christensen, qui joue en 6, descendrait un petit peu dans une défense à 3, tu vois. Mais ça t'enlève un milieu, ça t'enlève un double pivot. Actuellement, c'est sympa, mais quand tu auras le retour de Frenkie, si tu fais un double pivot Frenkie-Gavi, et devant t'as Pedri ou Gundogan, ou même Gundogan et Pedri, et tu dois retirer du coup Joao Félix carrément. On va avoir des problèmes, tu vois. Tu peux pas mettre Christensen en 6, t'enlèves qui? T'enlèves Gavi du coup? Ah, Gavi il est sacrément utile quand même, et sacrément indispensable à l'équipe, tu vois. C'est le seul qui tient un peu l'équipe actuellement. En termes d'engagement déjà, d'intensité, c'est un peu le seul qui le met sur le terrain. Donc c'est compliqué en fait. Il y a certains casse-têtes, mais c'est au coach de devoir aussi gérer tout ça. Il va falloir faire des sacrifices de toute façon, il va falloir sortir des joueurs du 11. Tu peux pas mettre tout le monde, tu peux pas, ouais Baldé j'aime bien, c'est le futur, donc vas-y je le mets. Ok, Cancelo, c'est Cancelo, très bon joueur, je le mets. On a des défenseurs qui sont bons, je les mets. Et en double pivot, bah ah ouais, il y a Frenkie, il y a Gavi. Ouais, mais tu vois, alors, qui est-ce que je mets? Est-ce que je mets Joao Félix? Est-ce que je repars sur un milieu à 4? On connaît tous les problèmes plus ou moins du milieu à 4. Enfin, on sait que ça, c'est un problème sur les réseaux sociaux. Après, sur le terrain, je sais pas, mais en tout cas sur les réseaux. Et voilà, mais il faut faire des sacrifices. Il va falloir prendre des décisions qui sont compliquées pour le coach. Mais tout ça, ça fait partie de son taf aussi à Xavi. C'est pas notre problème à nous. Nous, on est juste là pour souffrir. Je suis pas là pour souffrir, ok. On va finir avec la question de David machin chose qui dit salut café. Salut à toi David. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce match a été horrible, oui, c'est sûr. Mais avec du recul, n'est-ce pas ce genre de victoire qui peut être un tournant pour la suite de la saison? Possible, c'est possible. Il faut voir aussi, voilà, David machin chose. Et lui, il voit le positif dans toute cette, dans tout ce match compliqué. Bref, il voit le positif et ça, c'est quelque chose de bien. Voilà, il faut saluer aussi la personne. Voilà. Après un match comme ça, tu arrives à rester positif et à trouver le bon côté de la chose. C'est bien. Félicitations, David. Et oui. On peut se dire que malgré le match pourri, un peu merdique hein, de l'équipe, ça forge aussi un petit peu le caractère. On parlait de ça un petit peu de caractère, du manque de caractère de l'équipe, Gundogan qui est sorti dans la presse à dire ah c'est pas normal, on dirait les joueurs sont pas énervés, tout ça, c'est pas normal, tu vois. Tu vois, et on sait que l'équipe elle manque un peu de caractère depuis des années. Ouais, regardez en Ligue des Champions, on perd nos cacahuètes, on perd nos cojones et il n'y a plus personne. Et gagner ce genre de match aussi, bah ça fait du bien à l'équipe. Ça fait du bien à l'équipe, mais il faut savoir aussi tirer les leçons en fait. Et j'espère qu'ils sauront le faire. Parce que c'est bien beau tu vois, au niveau psychologiquement, quoi, ça va rebooster l'équipe. Ouais, on a galéré tout le match, mais on a réussi à gagner. Un peu comme la saison dernière, tu vois. On a réussi à tenir toute la saison comme ça, au mental. Et ça, faut le souligner aussi. Mais il faut aussi tirer les leçons de ce match-là. Dire que c'est pas possible de démarrer des matchs comme ça. 10 premières secondes, premier ballon, Gavi il perd la balle direct. Et j'ai revu le match contre Grenade. On prend un but au bout de 15 secondes. Gavi, toujours, qui perd la balle direct. Tac, attaque, but. Ok les gars. il va falloir rentrer dans les matchs quand même au bout de la première seconde. Pas de la première minute, pas des 10 premières minutes. Non, il faut rentrer dès la première seconde. T'es dans le match et tu y vas et tu leur marches dessus direct. Là, les joueurs, ils sont endormis là. Ça va pas, il va falloir vraiment se réveiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour l'avant-match du Barça contre le Shakhtar. Shakhtar contre le Barça. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.